Dans les trajectoires que dessinent déjà les présidentielles de 2027 que nous observons dans Incarnation, apparaît aujourd'hui une figure différente. Après l'autorité confrontée à ses propres limites avec Marine Le Pen, après l'insoumission portée jusqu'à sa propre intensité avec Jean-Luc Mélenchon, après l'attente stratégique vers l'horizon d'Édouard Philippe, après l'héritier chargé de porter une rupture politique avec Jordan Bardella, apparaît aujourd'hui non pas l'héritier d'une opposition, mais l'héritier du pouvoir lui-même. Gabriel Attal. Porte-parole du gouvernement, ministre de l'Éducation nationale, puis premier ministre le plus jeune de toute la Ve République, nommé à 34 ans, une trajectoire rapide, presque verticale, symbole d'une génération politique née avec Emmanuel Macron et désormais contrainte d'exister sans lui. Mais Gabriel Attal n'est pas seulement une jeunesse politique. Il est un produit accompli du pouvoir. Premier chef du gouvernement français à revendiquer pleinement son homosexualité, il assume pleinement ce que d'autres avaient tenu à distance de la fonction. En affirmant que la France serait prête à élire un président ouvertement gay, il introduit dans la fonction présidentielle une dimension nouvelle, celle de la représentation assumée d'une société française transformée. Son identité devient alors un élément politique en soi, non plus un détail privé, mais un signe de modernité, presque un marqueur historique. Pourtant, derrière cette ascension rapide apparaît déjà une première fracture. Il est le Premier ministre de la dissolution de l'Assemblée nationale. Décision présidentielle qu'il n'a pas pleinement comprise et qui marque le début d'une distance progressive avec celui qui l'a fait émerger. Toujours héritier du macronisme, il semble désormais appelé à exister au-delà de son fondateur. L'action fulgurante de Gabriel Attal semble le conduire naturellement vers l'élection présidentielle, comme si le mouvement lui-même l'y poussait. Pourtant, cette fatalité politique n'est pas nécessairement une destinée. Être porté vers le sommet ne signifie pas encore être reconnu comme celui qui doit y parvenir. Dans cet épisode, nous allons observer Gabriel Attal comme une figure particulière, celle d'un homme qui doit transformer une ascension fulgurante en destin politique durable. Prenez bien vos aises et regardons maintenant la pièce Gabriel Attal sur l'échiquier présidentiel. Start your clock. Avant d'être une figure nationale, Gabriel Attal entre en politique assez discrètement. Son engagement dans le macronisme ne naît pas d'une conquête personnelle, mais d'une proximité humaine et générationnelle. À travers sa relation avec Stéphane Séjourné, avec lequel il était en couple à l'époque, déjà engagé dans le mouvement naissant d'Emmanuel Macron, il se retrouve progressivement plongé dans l'aventure En Marche. D'abord présent pour aider, participer, soutenir, presque par concours de circonstances, il rencontre alors celui qui deviendra président de la République. Ce moment n'apparaît pas encore comme un choix de destin. Et pourtant, c'est là que commence sa trajectoire. Comme si Gabriel Attal n'était pas entré en politique pour conquérir le pouvoir, mais comme si le pouvoir était peu à peu venu vers lui. Débat après débat, intervention après intervention, il devient identifiable par les Français, non encore comme un dirigeant, mais plutôt comme une présence. Car face à lui émerge simultanément une autre figure issue de la même génération, Jordan Bardella. Start your clock. D'un côté, l'héritier d'une opposition qui cherche à conquérir le pouvoir, de l'autre, l'héritier du pouvoir lui-même qui cherche à la conserver, chargé de la défendre. À travers ces face-à-face récurrents, quelque chose se dessine déjà. Non plus seulement un débat politique, mais l'esquisse d'un affrontement générationnel. Comme si la nouvelle vie politique française opposait désormais deux héritiers appelés, chacun à leur manière, à dépasser ceux dont ils sont issus. Car au même moment, les figures fondatrices elles-mêmes sont dans une zone de transition. Marine Le Pen suspendue à une décision de justice, susceptible de redéfinir son avenir politique. Emmanuel Macron avance, lui, vers la fin irréversible qui interdit toute nouvelle candidature. Ainsi, sans encore le dire ouvertement, le paysage politique français semble déjà préparer un passage de relais. Et c'est dans cet espace, laissé vacant par des incarnations en fin de cycle, que les deux nouveaux visages français commencent à se faire face. Mais pour Gabriel Attal, une bascule intervient lorsqu'il quitte le rôle de porte-parole pour entrer dans l'exercice direct du pouvoir. Nommé ministre de l'Éducation nationale, il ne s'agit plus d'expliquer l'action gouvernementale, mais de la produire. Le changement est intransigeant. Start your clock.
Jusqu'ici, Gabriel Attal incarnait une parole fluide, rapide, maîtrisée. Désormais, il devient responsable d'un des ministères les plus sensibles de la République. Celui où se rencontrent l'école, la jeunesse, l'autorité et l'avenir du pays. Et immédiatement, le ton change. Le débat ne porte plus sur des mots mais sur des décisions. Uniforme scolaire, restauration de l'autorité à l'école, discipline, transmission. Chaque annonce transforme la visibilité médiatique en responsabilité politique. Le moment décisif survient après l'interdiction de l'abaya à l'école. Pour la première fois, Gabriel Attal tranche clairement dans une question devenue emblématique, celle de la laïcité dans une société profondément transformée, diverse, traversée par de nouvelles identités culturelles et religieuses. Là où le macronisme avait été souvent identifié au compromis et au « en même temps », Gabriel Attal choisit la netteté. La décision provoque débat, opposition, soutien inattendu, y compris venant de ses adversaires politiques, et paradoxalement, c'est précisément cette convergence ponctuelle qui révèle sa singularité. En décidant, il sort du simple rôle de partisan pour entrer dans celui de l'autorité républicaine. Gabriel Attal cesse alors d'être une figure médiatique du pouvoir. Il devient un responsable exposé au réel français. Mais cette affirmation politique reste brève. Quelques mois plus tard, un remaniement ministériel le propulse ailleurs. Comme si le moment où il commençait à incarner une autorité personnelle coïncidait déjà avec la nécessité de changer d'échelle. Sous Emmanuel Macron, le pouvoir semble fonctionner par cycle d'incarnation successifs. Figure émerge, porte une séquence, gagne en visibilité, puis change de place, au moment même où leur incarnation personnelle commence à exister pleinement. Comme si le système lui-même empêchait qu'une autre figure présidentielle ne se stabilise trop tôt. À peine installé au ministère de l'Éducation nationale, au moment même où il commence à affirmer un style plus tranchant, Gabriel Attal est soudain appelé à Matignon. La nomination apparaît moins comme l'aboutissement d'une stratégie personnelle que comme une accélération imposée par les circonstances. Comme si à chaque fois qu'il commence à s'ancrer dans une fonction, le pouvoir le projetait plus loin. Exposé au conflit éducatif, il devient Premier ministre, le plus jeune de la Ve République. Une promotion qui ressemble autant à une consécration qu'à une épreuve. Car Matignon n'est jamais une récompense. C'est le lieu où le destin politique se joue, souvent au rythme d'événements qui dépassent celui qui l'occupe. Start your clock. Comme si son ascension semblait être guidée par un vent qu'il ne maîtrise pas entièrement. Car pour qu'un cerf-volant s'envole, il faut du vent. Mais nul ne choisit la force du vent qui le porte. Et mal orienté, ce même souffle capable de faire monter peut aussi en précipiter la chute. Sous la Ve République, le Premier ministre incarne l'action gouvernementale. Mais le tempo politique demeure fixé par le président de la République. Emmanuel Macron reste le détenteur de l'impulsion politique. Tandis que Gabriel Attal devient celui qui en assume l'exposition quotidienne. Nommé chef du gouvernement au moment même où le pouvoir entre dans sa dernière phase, il se retrouve dans une situation particulière. Gouverner sans disposer de temps long, décider sans pouvoir installer durablement sa propre ligne, agir dans un calendrier qui n'est pas le sien. Il doit exister politiquement tout en demeurant l'exécutant d'un pouvoir déjà en fin de cycle. La dissolution de l'Assemblée nationale vient alors brutalement révéler cette fragilité. Car, fait rare sous la Ve République, Gabriel Attal ne se pose pas en défenseur naturel de la décision présidentielle. Il reconnaît lui-même ne pas en avoir pleinement compris la logique, ni la direction stratégique. Dès lors, une tension structurelle s'impose. Et soudain, tout bascule. La dissolution ne transforme pas seulement la situation politique. Elle efface la fonction elle-même. En quelques jours, Gabriel Attal cesse d'être Premier ministre. Celui qui incarnait l'action présidentielle se retrouve sans rôle institutionnel clair, comme suspendu entre pouvoir passé et avenir incertain. Quelques semaines plus tard s'ouvrent les Jeux Olympiques à Paris. Moment de célébration nationale, héritier d'une tradition venue de la mythologie grecque, celle des dieux, des héros et des compétitions où le destin se joue sous le regard de Jupiter.
Or, au cœur même de cet événement mondial, une distance devient visible. Les tensions entre Emmanuel Macron et Gabriel Attal ne sont plus seulement politiques, elles deviennent presque symboliques. La presse évoque une relation refroidie, un éloignement manifeste, jusque dans les cercles de représentation du pouvoir. Comme si, au moment où la France célébrait ses champions, celui qui avait été propulsé au sommet se retrouve brutalement hors de l'arène. La fatalité réapparaît alors sous une autre forme, celle d'un homme porté très haut par le pouvoir, puis soudain laissé sans place, au moment même où se joue la grande compétition politique. Après la dissolution, il ne reste plus ni fonction, ni titre, ni protection institutionnelle. Il ne reste que Gabriel Attal. Start your clock. Jusqu'ici, le pouvoir était venu à lui, désormais c'est à lui d'aller vers le pouvoir. Et c'est peut-être la véritable épreuve de son parcours. Car pour la première fois depuis son entrée en politique, Gabriel Attal doit faire ce qu'il n'a encore jamais fait. Être un acteur politique autonome. Mais une question plus profonde surgit, sait-il lui-même ce qu'est cette autonomie politique? Et surtout, laquelle doit-il incarner? Issu du macronisme, ce mouvement construit sur le dépassement des clivages, sur l'équilibre permanent du « en même temps », Gabriel Attal se retrouve face à un vide identitaire inédit. Il n'est plus question d'être ou de ne pas être, la question devient plus intime, presque existentielle. Qui suis-je politiquement lorsque le pouvoir ne me définit plus? À travers Gabriel Attal, et peut-être pas seulement une trajectoire personnelle que l'on observe, mais une transformation plus profonde de la vie politique française. Longtemps, la Ve République a produit des présidents forgés dans l'épreuve. La guerre, la crise, la défaite, la rupture historique. Gabriel Attal appartient à une autre génération. Une génération née dans la communication, accélérée par les médias et portée par la vitesse du pouvoir, plus que par sa conquête. Son parcours semble guidé par une forme de fatalité politique. Le pouvoir est venu à lui avant même qu'il ait eu besoin d'aller le chercher. Mais la fatalité n'est pas une destinée. Car pour la première fois depuis son entrée en politique, Gabriel Attal se retrouve seul face à la question que tout prétendant à la présidence doit affronter. Pourquoi vouloir le pouvoir? L'héritier du macronisme doit désormais décider s'il en devient la continuité ou le dépassement. Et peut-être est-ce là le véritable enjeu de 2027. Car face à Jordan Bardella, héritier d'une rupture politique, Gabriel Attal incarne l'héritier d'un pouvoir déjà exercé. Deux trajectoires rapides, deux figures issues de la même génération, deux héritiers appelés à exister sans leur fondateur, comme si la prochaine présidentielle n'opposait plus seulement des programmes, mais deux manières différentes de succéder à une époque. Prenez bien vos aises, car une question demeure. La France cherche-t-elle encore un fondateur, ou seulement celui qui viendra après? Start your clock.